Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant la suite des débats des sénateurs autour du budget 2018 et plus précisément autour de la mission cohésion des territoires. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sort du logement social puisque la baisse de 1,5 milliard des APL voulues par le gouvernement va impacter durablement les recettes des bailleurs sociaux. Des bailleurs très inquiets qui estiment que cela va affecter durablement leur capacité d'investissement, voire signifier pour certains la faillite. Face à cette urgence, un groupe de travail transpartisan du Sénat a planché sur la question, avec notamment l'ancienne ministre du Logement, la socialiste Marine Lienemann, ou encore la sénatrice centriste Valérie Létard, mais aussi les républicains que sont Dominique Estrosi Sassone et Philippe Dallier. Tous ensemble, ils ont élaboré une solution de compromis en 2 temps. Avec tout d'abord une hausse du taux de TVA sur la construction du logement social qui passe de 5,5 à 10%. Solution de financement jugée beaucoup plus viable par les bailleurs sociaux. Cela rapporte 700 millions d'euros. Et par ailleurs, hier, les sénateurs ont adopté un amendement de Dominique Estrosi Sassone, rapporteur spécial de la Commission des affaires économiques, qui prévoit d'affecter au FNAL, le Fonds national d'aide au logement, une fraction de la cotisation des bailleurs sociaux à la caisse de garantie du logement locatif social, cela à hauteur de 850 millions d'euros. Une solution que ne souhaitait pas Philippe Dallier, rapporteur spécial de la Commission des finances. Pour lui, il n'y a pas 1 euro de baisse de dépenses publiques. Voyez donc tout de suite les débats des sénateurs. L'amendement 388 rectifié bis est défendu par Madame Guillemot. Revenons un peu aux fondamentaux et à quelques chiffres. 4,2 millions de logements HLM sont occupés par plus de 10 millions de familles. 15% des ménages, cela représente, dont la moitié est en dessous du seuil de pauvreté et qui relève donc du logement social. Avec un loyer moyen de 390 € contre 570 € dans le parc privé, les organismes HLM répondent à une demande sociale forte. Outre la brutalité de cette mesure que vous nous proposez, c'est difficile d'accepter que l'effort de réduction budgétaire continue à toucher les plus pauvres et c'est totalement contradictoire avec la volonté affichée du gouvernement de demander aux offices HLM de loger encore plus de personnes démunies, comme en témoigne votre projet Le Logement d'abord. Le résultat d'exploitation des organismes HLM, faut-il le rappeler, est de 2,2 milliards d'euros annuels et il est intégralement réinvesti dans la production et la rénovation du parc avec des effets démultiplicateurs en termes d'activité, d'emplois directs et indirects et de TVA à hauteur de 800 millions d'euros. La baisse des APL revient à prélever aux organismes 1,7 milliard d'euros en 2018, amputant ainsi leur capacité d'investissement de 75%. Plus d'une centaine d'organismes HLM seront mis en péril alors que plus d'une centaine d'autres connaîtront les plus grandes difficultés. Ils sont présidés par des élus locaux et des maires, ce que l'on ne saurait oublier. Qu'est-ce que cela va signifier concrètement de baisser les APL ? Cela signifie concrètement que la baisse de loyer serait de 50 € pour un célibataire, 60 € pour un couple ou une personne seule avec un enfant à charge et 10 € de plus par personne à charge supplémentaire. Ce qui signifie concrètement que plus un bailleur social loge des personnes modestes, plus il sera taxé. Plus il loge des familles nombreuses, plus la taxe sera forte. Plus il loge des femmes seules avec enfants, plus il sera taxé, étant donné que leurs revenus sont généralement faibles. S'il construit des PLAI, il sera systématiquement taxé. C'est cela la réalité. La baisse des APL et la RLS ne sont pas des solutions de compromis. Elles pèsent sur les organismes qui accueillent le plus de ménages appellisés. Ne demandons pas le nombre des autres ménages non appellisés, puisqu'on n'arrive pas à avoir des chiffres précis par rapport à cette baisse de loyer. Elles sont très complexes, coûteuses à mettre en œuvre et sont bien sûr évolutives à la hausse par l'effet de paupérisation des locataires des quartiers. Donc on connaît la réalité au sein du parc public. Donc plus le parc va se paupériser, plus les offices HLM vont être taxés. C'est pourquoi l'amendement du groupe socialiste demande la suppression de cet article 52. Merci. L'amendement 431 est défendu par Monsieur Pémezec. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Bon, moi, je suis. On n'est pas contre la réforme. Au contraire, j'aurais rêvé que d'autres avant vous aient le courage de réformer. Je ne suis pas contre les économies, bien au contraire, parce que je souhaite qu'on redresse les comptes de notre pays. Je pense qu'on est tous favorables à ça. Mais là, vous êtes en train de casser les jouets. Et lorsque vous supprimez la taxe d'habitation, bien sûr, vous allez faire plaisir aux classes moyennes, sauf que les classes moyennes vont finir par se rendre compte qu'elles n'ont plus de services parce que les villes
qui, à plus ou moins long terme, vont se trouver privés de ressources, ne pourront plus rendre les services attendus par les populations. Là, en baissant les loyers, vous allez bien sûr, dans un premier temps, faire plaisir aux locataires, sauf que très vite, ils vont se rendre compte que derrière les offices, parce qu'elles vont être totalement épongées, totalement étranglées, ne pourront plus faire les travaux de rénovation, les travaux de réhabilitation, ce qu'on appelle le gros entretien courant. Lorsque un locataire rentre dans un logement, il ne pourra plus bénéficier d'un logement remis en état. Et comment va-t-il faire? Donc on va paupériser le logement social, alors que je ne pense pas que ça puisse être votre ambition. Donc vous êtes à contre-courant de ce qu'il faut faire. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on est à contre-courant de nos propres idées. Donc, bon, je comprends que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas prendre de décision, mais nous, en tout cas, on ne peut pas soutenir cet article. Bien sûr, je voterai contre, nous voterons contre. Mais surtout, revenez à la raison. Moi, j'ai 40% de logements sociaux dans ma ville. Les gens ne vont pas comprendre que tout d'un coup, demain, on ne puisse plus faire de travaux pour leur permettre d'accéder au bien-vivre, au bien-être au quotidien. Je ne comprends pas votre logique. Et là, nous sommes tous favorables à la suppression de cet article. Pourquoi ne nous entendez-vous pas? Pourquoi restez-vous sourds à nos appels? Tout simplement parce que vous inscrivez dans une logique comptable. Écoutez, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Reprenez-vous. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces 5 amendements identiques de suppression? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'avis de la Commission des finances est bien évidemment défavorable à partir du moment où nous cherchons un compromis. Donc il n'est dans l'esprit de personne ici, je crois, de conserver l'article 52 tel qu'il a été écrit à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a avancé depuis. Et je suis toujours étonné d'entendre des commentaires qui ne correspondent plus exactement à la réalité du sujet que nous avons à traiter. Donc nous cherchons un compromis. Vous allez avoir différents amendements qui vont vous être présentés, qui offrent des possibilités différentes. Vous pourrez choisir. Je pense qu'il faut que nous mettions le Sénat sur la piste du compromis qui se dessine. C'est ça le travail utile que nous pourrions faire. Je comprends bien que c'est difficile, mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas supprimer purement et simplement l'article 52. Quel est l'avis du Gouvernement? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Carucci, je vous ai souvent demandé de beaux gestes quand vous étiez au gouvernement. Oui, bien sûr, le gouvernement est défavorable à ces amendements. Je dirais au sénateur Pemezec, et j'ai bien écouté son propos, il nous a dit, eh bien, il faut faire des économies. Il nous a dit, il faut restructurer. Mais il ne faut pas le faire comme ça. Mais je crains que, quelle que soit la réforme engagée par un gouvernement, j'aurais pu entendre les mêmes propos et avec une parfaite bonne foi. C'est toujours difficile de changer les choses. Et on peut se tromper. Je connais des gouvernements qui se sont trompés dans l'histoire. Bon. Je ne dis pas que nous sommes parfaits et que nous serons parfaits, mais je demande aussi très simplement que l'on juge sur pièce. L'article 52, j'ai clairement assumé le fait de dire qu'il fallait le faire évoluer. Je l'ai dit tôt, peut-être dans une certaine solitude, mais je l'ai dit parce que je le pensais. Et je le pense toujours. Et il a évolué et il évolue. Le rapporteur Philippe Dallier, qui connaît parfaitement, comme Dominique Estrosi Sassonne, ce dossier et ces dossiers de logement, ont beaucoup travaillé avec certains d'entre vous pour le faire évoluer, pour trouver une solution. Le compromis n'est jamais la compromission. Le compromis, c'est d'avancer ensemble pour trouver un moyen de faire avancer les dossiers. Donc, je suis défavorable. Pourquoi? Parce que nous avons justement avancé, je l'ai dit tout à l'heure, en faisant en sorte, et c'est le Sénat qui l'a porté, que la TVA intervienne dans ce financement, ce qui est une évolution très importante et qui permet d'ailleurs de rendre cette évolution plus facile. Donc c'est déjà un bon signe. Je pense aussi, je vous le dis, que nous proposerons, d'ici la fin des débats, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée,
un dispositif de péréquation, parce qu'il est hors de question de laisser certaines structures et certains offices dans la difficulté. Un mot, parce que ça a été abordé, ça l'est par rapport au contenu de plusieurs de ces amendements, et ça le sera par d'autres, sur la question de l'APL accession. Je suis là aussi, depuis le début, attentif à vos arguments en faveur du maintien de ce dispositif. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que ce dispositif, de fait, nous l'intégrons dans les négociations en cours avec le secteur HLM, mais ça ne peut pas être dissocié de l'ensemble de la discussion. Dans ce contexte, et je vous le dis, je veillerai personnellement à ce que la question de l'APL accession soit posée de nouveau en deuxième lecture à l'issue de nos discussions avec les bailleurs sociaux, parce que ça sera aussi, je le souhaite en tout cas, un moyen d'avancer positivement. Merci. Mes chers collègues, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur... Pardon, il y a des demandes d'explication de vote? Madame Cohen. Oui, très rapidement pour réagir aux propos de Monsieur le ministre que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. De tous les bancs, quand même, sont venus avec donc des sensibilités tout à fait diverses, le fait que cet article 52 était un mauvais article, et il dit on va essayer de le réaménager. Mais quand même, moi je veux insister sur un ou deux points. C'est en même temps, parallèlement à tout ce qu'ont dit mes collègues, la paupérisation du logement social, c'est-à-dire une ghettoisation accentuée, parce que depuis 20 ans, il y a un recul de la mixité sociale dans les logements. Et dans mon département, je voudrais souligner, Monsieur le ministre et mes chers collègues, qu'il y a 86 000 demandeurs de logement, qu'avec mon collègue Pascal Savoldelli, nous avons rencontré tous les offices publics de logements sociaux qui sont tous unanimes contre cet article 52. Et avec cet article 52 et tout ce qui a été dit, ça veut dire que vous le vouliez ou non, mes chers collègues, compromis ou pas compromis, moins de logements construits, moins de réhabilitation et donc, je le redis, une ghettoisation. Donc nous ne pouvons accepter cet article 52. Merci. Monsieur Lurel pour explication de vote. Madame la Présidente, Messieurs les ministres et chers collègues, une explication de vote personnelle. Dans la réponse de Monsieur le ministre, je n'ai pas entendu le sort réservé aux Outre-mer. Et j'aime ce doux mot, les Outre-mer. Je n'ai pas co-signé, ou je n'ai pas eu l'occasion de co-signer l'amendement de suppression de mon groupe. Je m'y associe, bien entendu, puisque j'ai l'impression que tout compromis étant refusé, le 52 en l'état n'est pas acceptable. Mais j'attends avec quelque impatience la réponse du ministre sur la situation des Outre-mer. En tout cas, le sort qui leur est infligé n'est pas acceptable. Merci. Madame Mallet pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais aller dans le même sens que mon collègue Lurel. À La Réunion, une telle suppression de l'allocation accession se traduirait par la disparition de près de 600 projets individuels d'accession très sociale et d'amélioration lourde de l'habitat et de 300 ventes de logements locatifs à leurs locataires par an. Ça impacterait fortement le BTP, secteur déjà très en crise, et donc les emplois avec une baisse de 45 millions d'euros d'investissement par an. Elle aurait également des impacts négatifs considérables sur toutes les thématiques d'aménagement urbain durable, sur les objectifs de cohésion urbaine de la nouvelle politique de la ville, sur les projets d'action sociale de mixité et de diversité de l'habitat, sur la lutte contre l'habitat indigne et insalubre et sur le maintien de la solidarité des familles et la stabilité sociale à La Réunion. Aussi, j'irai dans le même sens que mes collègues. Merci Madame la Présidente. Merci. Monsieur Détraigne pour explication de vote. Ce n'est pas véritablement une explication de vote. Je vous signale que je retire mon amendement. C'est bien noté, Monsieur Détraigne. Il est retiré. Bien, je ne vois plus de demande d'explication de vote. Madame... Oui, moi également, je retire
mon amendement. Merci, c'est noté. On en reste là? Bien. Donc, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur les 3 amendements identiques de suppression. L'avis de la commission est défavorable et l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin numéro 36 sur les amendements identiques numéro 240, 388 rectifié bis et 431. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 95, contre 245, ils ne sont pas adoptés. Voilà. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever, mes chers collègues. J'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Enfance de l'Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son président, M. Phan Thanh Binh, accompagnée de notre collègue Mme Catherine Deroche, présidente du groupe d'amitié France-Vietnam. La France et le Vietnam s'apprêtent à commémorer en 2018 un double anniversaire, 45 ans de relations diplomatiques bilatérales et 5 ans de partenariat stratégique. La France a été l'un des premiers pays occidentaux à soutenir la politique de rénovation du Vietnam et à accompagner le développement et l'ouverture de ce pays. La délégation échangera demain avec plusieurs sénateurs de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication présidée par Mme Catherine Deroche, Madame Catherine Morin-Desailly, je vous prie de m'excuser, pour évoquer les coopérations universitaires et scientifiques entre nos deux pays et la préparation des Jeux de l'Asie du Sud-Est que le Vietnam accueillera en 2021, alors que Paris accueillera les Jeux olympiques en 2024. En votre nom, mes chers collègues, je leur souhaite de fructueux travaux, espérant que ce séjour permette de renforcer encore nos relations avec le Vietnam et de donner un nouvel élan à la francophonie au sein de la jeunesse en particulier. Voilà, nous poursuivons nos travaux avec l'examen de l'amendement 475 qui est présenté par Monsieur Savoldelli, non? Madame Cukierman, peut-être? C'est Monsieur Savoldelli. Il n'est pas là. Que faisons-nous, Madame? Il est là. Je vous en prie. Madame la Présidente, moi je vais revenir sur une petite confusion, qui est peut-être une confusion habituelle, sous le terme des APL, entre les aides à la personne versées aux locataires du logement social, et là on est sur l'APL stricto sensu, et à ceux du privé, l'ALS. Le chef de l'État, d'ailleurs, a pointé un caractère inflationniste des allocations sur les loyers, ce qui n'est pas faux dans le cas du privé, et il a annoncé cette baisse du montant de l'ensemble des APL de 5 € par mois. Il a ensuite appelé à la générosité, j'ai repris ces termes, au civisme des propriétaires privés pour qu'ils répercutent cette diminution en baisse du loyer sans aucun succès, ce qui était assez prévisible. La baisse de 5 € pour tous a été appliquée dès le mois d'octobre, mais sous la pression de Bercy, on est passé à une baisse annoncée de 50 puis 60 € sur les allocations des seuls locataires HLM. Soit du secteur où les locataires sont les plus fragiles, où les loyers sont les plus bas,
Et surtout, l'APL ne peut pas avoir d'effet à la hausse sur les loyers, puisque ceux-ci sont fixés par l'État, on le sait tous ici, par des conventions courant de 30 jusqu'à 60 ans. Donc toute cohérence avec le discours de départ est donc abandonnée. Car si les loyers du secteur locatif social sont soumis à des plafonds, n'oublions jamais que les loyers du secteur privé font au mieux l'objet de conventions de maîtrise. C'est le cas des loyers des logements rénovés, notamment avec l'aide de l'Agence nationale de l'habitat, et pour les autres soumis à un encadrement défini par la loi. D'ailleurs, je ferai observer, je ne dis pas que ça va satisfaire tous les rangs ici, mais faire observer qu'une récente décision de justice rend inopérant cet encadrement des loyers sur Paris déjà. Et on peut noter ici la cohérence de la discussion que nous avons sur cette loi de finances d'un amendement pour revenir sur cette question de l'encadrement des loyers, qui sera cependant loisible d'examiner dans le cas des articles non rattachés. Donc cet amendement fait une proposition de recette, puisqu'il y avait une perte de recettes pour l'État, et nous proposons que 2 taux soient augmentés du point de vue des entreprises qui cotisent au Fonds national d'aide au logement. Parce que la question qui nous est posée, c'est de trouver des recettes. Et là, franchement, c'est un amendement responsable et qui n'est pas maximaliste, puisqu'il y a 2 taux. Il y en a un qui passerait de 0,1%, qui serait remplacé par le taux de 0,2%, et le second qui est à 0,5%, qui serait remplacé par le taux à 0,9%. Donc l'esprit de notre amendement, c'est des recettes pour l'État. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je crois surtout que l'esprit de l'amendement, c'est de faire payer les entreprises. Bon, alors vous me direz, nos collègues du groupe communiste ont de la constance, puisque un problème, une taxe, les entreprises. Bon, nous croyons pour notre part que ça n'est certainement pas la bonne manière de régler. Bon, allez, avec une pointe d'humour, Monsieur Savoldelli. Bon, allez, ça va mieux ainsi. Mais ceci étant dit, il n'en reste pas moins que pour régler le problème, vous proposez non pas de créer une taxe, vous doublez simplement celle qui existe et vous demandez aux entreprises de payer la note. Bon, on a suffisamment débattu ici de la nécessaire relance de la compétitivité de nos entreprises. On ne partage probablement pas le même point de vue, mais de toutes les manières, sur ces bases-là, la Commission des finances a bien évidemment émis un avis défavorable. L'avis du gouvernement ? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je crains, Monsieur Salvodelli, que l'avis du gouvernement soit aussi défavorable. Le rapporteur Philippe Dallier a parlé de constance. Moi, je salue la fidélité à vos convictions. Et en proposant, parce que ce que vous demandez, en fait, c'est de remplacer la diminution des aides au logement par un relèvement de la contribution des entreprises qui cotisent au Fonds national d'aide au logement. Bon. C'est donc, je dirais, dans la ligne de ce que votre groupe défend depuis, je n'ose pas dire temps immémorial, mais je salue cette fidélité à vos convictions, mais en vous disant que déjà, les entreprises ont une contribution qui est en augmentation par rapport à 2017. Il y en a pour plus de 2,7 milliards d'euros. Et effectivement, au moment où l'on travaille à relancer la compétitivité des entreprises, c'est un désaccord que nous avons. Nous ne sommes pas favorables à aller dans votre sens. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement, l'amendement 475, avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Cet amendement n'est pas adopté. Nous allons à présent examiner 15 amendements en discussion commune. L'amendement 285, qui est défendu par Madame Estrosi Sassone. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'amendement que je vous présente s'inscrit dans la recherche d'une solution de compromis portée par le Sénat entre le mouvement HLM et le gouvernement et vise à permettre de réaliser des économies budgétaires. J'ai bien conscience, Messieurs le Ministre, qu'il ne s'agit pas d'une baisse des dépenses publiques qui est proposée à travers cet amendement, mais bien la réalisation néanmoins d'économies budgétaires. C'est dans ce sens-là aussi que nous avons voulu entendre les critiques qui étaient émises par le mouvement HLM et en particulier les conséquences graves que pouvait entraîner l'article 52 issu de sa rédaction des travaux de l'Assemblée nationale
nationale, si vous n'étiez pas à même de pouvoir évoluer sur cet article 52, en termes bien évidemment de production de logements, sur la réhabilitation des logements, mais également sur l'emploi dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle le Sénat a voté en première partie une augmentation du taux de TVA de 5,5% à 10% sur les investissements réalisés par les bailleurs sociaux sur les constructions et les rénovations de logements sociaux. Le rendement a été estimé par le gouvernement à 700 millions d'euros. Aussi, en complément, le présent amendement que je vous propose d'affecter au Fonds national d'aide au logement une fraction des cotisations qui sont versées par les bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social, et cela à hauteur de 850 millions d'euros. Nous portons ainsi le taux de la cotisation, dite cotisation principale, à 7%. Par ailleurs, l'article 52, vous y avez fait référence, Monsieur le Ministre, supprime le dispositif d'APL accession au motif que ce dispositif serait peu pertinent et peu attractif. Or, je me permets de vous rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport de novembre 2016 sur les aides de l'État accordées pour l'accession à la propriété, a bien précisé que c'est parce que les conditions d'accès aux APL accession sont devenues particulièrement restrictives qu'elles excluent de fait un nombre important d'accédants, alors même que leur effet solvabilisateur est utile aux ménages. Je rappelle également que les économies attendues à travers la suppression du dispositif APL accession sont particulièrement faibles, 50 millions d'euros, et n'intègrent pas du tout les coûts supplémentaires liés au fait que certains ménages qui pourraient ne pas accéder à la propriété continueraient de fait à recevoir les aides personnelles au logement. Le Sénat, vous le savez, s'est déjà opposé à une telle suppression des APL accession lors de la loi de finances en 2015 et en 2016 pour la loi de finances avait soutenu leur rétablissement. Aussi, c'est pourquoi cet amendement propose également de réaffirmer notre position et de maintenir l'APL accession. Merci. Nous avons un amendement identique, le 452, qui est défendu par Madame Létard. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, vous venez de le dire, cet amendement est identique à celui de la Commission des affaires économiques puisque, comme l'a rappelé Dominique Estrosi, il est le fruit d'un long travail de plusieurs semaines mené collectivement. Et cet amendement était la synthèse que nous avions posée au départ de notre réflexion, qui a continué à cheminer, Philippe Dallier l'a rappelé tout à l'heure, avec un champ des possibles qui a été ouvert, sur lequel, bien sûr, et là je ne vais pas repréciser le contenu de l'amendement, mais nous avons obtenu un certain nombre de précisions de la part de M. Mézard et de M. Denormandie, qui nous amènent maintenant à devoir trancher en fait sur ce fameux champ des possibles. C'est vrai que cet amendement, il est pour nous la traduction de la nécessité de ne pas engager trop rapidement une mesure qui viserait à baisser des loyers tels que l'Assemblée l'avait imaginé très fortement, avec aucune possibilité de réversibilité avant même que la loi qui va arriver ne soit examinée. Par contre, je voudrais vraiment redire combien nous remercions les ministres, M. Mézard et M. Denormandie, car nous savons que si nous avons beaucoup œuvré pendant ces dernières semaines, eux aussi, et qu'ils ne sont pas seuls à trancher et que la situation n'est pas si simple que ça. Mais nous voulons vraiment, au travers de cet amendement et au travers du travail qui a été mené entre Dominique Estrosi, Philippe Dallier et tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, montre combien nous sommes convaincus qu'il faut avancer pas à pas et peut-être pas aussi rapidement que cela a été posé par le gouvernement initialement. Et nous sommes convaincus qu'un compromis, c'est un pas chacun. Et que c'est vrai que l'amendement de Philippe Dallier, s'il avait eu quelques garanties de non-progressivité, avait tout son intérêt de cheminer. Mais parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et encore une fois, vous n'êtes pas ici, au banc des accusés, bien au contraire, nous savons combien vous vous battez pour cela. Mais aujourd'hui, notre devoir ici, au Sénat, c'est de porter un amendement qui ouvre le champ des possibles, qui le garde, et nous espérons vraiment que la poursuite des travaux qui sera ensuite à l'Assemblée nationale, mais ici encore au Sénat avec les conférences de consensus, nous permettra d'avancer. Mais à ce stade, parce qu'un compromis nécessiterait bien évidemment autre chose que ce que vous êtes en capacité de garantir, nous présentons cet amendement et nous le défendons fortement.
Merci. Nous avons un amendement 575 qui est défendu par Monsieur Philippe Dallier. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Mais voilà, vous aurez le choix puisque vous avez un amendement présenté par la Commission des affaires économiques et un amendement présenté par la Commission des finances. Vous pourriez vous demander pourquoi ne nous sommes-nous pas parvenus à un amendement commun. D'abord parce que les amendements ont été rédigés à une semaine d'intervalle. Celui de la Commission des affaires économiques a été rédigé pour le mercredi qui a suivi l'adoption de la première partie, où nous avions eu quelques difficultés à obtenir les 700 millions d'euros de TVA. Et nous nous sommes dit, puisque la Commission des affaires économiques avait lieu le lendemain, il fallait qu'un amendement soit déposé, et effectivement, c'est celui-là qui a été déposé. Entre les deux, il s'est passé une semaine. Et ça n'est que mardi que j'ai déposé celui-ci et présenté celui-ci en Commission des finances. Pourquoi est-ce que j'ai la faiblesse de croire que celui-ci est meilleur? C'est parce que je suis persuadé qu'il est sur le chemin du compromis qui finira par être trouvé. Qu'est-ce que c'est qu'un compromis? C'est une solution qui n'est complètement bonne pour personne et qui finit par être acceptable par tout le monde parce que tout le monde a lâché un peu quelque chose. Le gouvernement a déjà accepté de passer d'1,5 milliard à 800 millions en deuxième partie, grâce aux 700 millions de TVA. Ça n'est pas rien. Il a accepté d'étaler dans le temps, même si nous souhaiterions qu'il n'y ait pas la montée en charge, je le redis, Monsieur le Ministre, et c'est là que vous me posez un problème. Mais le gouvernement a déjà bougé, et je suis sûr qu'il bougera encore. Parce que le problème politique est tel que si ça coince à Matignon, peut-être que dans la semaine qui vient, au-dessus, on se dira qu'on ne peut pas faire exploser le monde HLM, on a besoin de tout le monde pour ne pas affaiblir la construction de logements. Et alors, je suis persuadé que nous finirons par trouver une solution, un bout de RLS, un bout de CGLS. Pourquoi? Parce que cette solution, elle amène quand même de la baisse de la dépense publique, ce qui n'est pas le cas. Pas 1 euro de baisse de la dépense publique avec l'amendement de la Commission des affaires éco. Alors, mes chers collègues, après tout ce que nous avons tous dit sur la nécessaire baisse de la dépense publique, vaut-il mieux vous engager sur la voie du compromis, et je pense que c'est sur lui-là, ou alors quelque part marquer un peu la défiance du Sénat parce que le ministre n'a pas pu nous répondre oui sur la progressivité. En fait, c'est ça le choix que vous avez à faire. Alors, je vous le dis, j'en fais pas une affaire personnelle. Vous prendrez la décision que vous entendrez prendre, mais c'est ce que j'ai défendu devant la Commission des finances et c'est ce que je me devais de vous dire à cet instant. Merci. 3 amendements identiques. Le 81 qui n'est pas soutenu. Le 241 qui est défendu par Madame Cukierman. Merci Madame la Présidente. À travers cet amendement, nous demandons le maintien des APL accession. En effet, tout à sa volonté de réduire la dépense publique, le gouvernement a fait le choix contestable de supprimer ces APL bien particulières. Nous estimons, même si ce n'est pas le seul outil, qu'elle constitue un outil efficace au soutien des parcours résidentiels. L'APL accession représente une part très réduite des APL, 5% des 18 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros par an, et bénéficie à environ 450 000 ménages pour un montant moyen de 155 € par mois. Chaque année, ce sont 35 000 familles qui en bénéficient pour la première fois, un peu plus quittant le dispositif, démontrant le caractère non inflationniste de cette aide au logement. Dans un rapport rendu public en octobre 2016, la Cour des comptes reconnaissait la pertinence de ce dispositif qui permet de diminuer de 1,7 à 2 points le taux d'effort des ménages. Cette suppression nuira donc grandement à la capacité des ménages aux revenus modestes et moyens à accéder à la propriété, tout en aggravant à court terme le déficit public. En effet, si l'effet déclencheur de l'APL accession est moindre que celui du PTZ, il est réel, d'autant plus que dans ce projet de loi de finances, il est envisagé des réductions à plus ou moins long terme des périmètres géographiques d'application du PTZ. En effet, 65% des bénéficiaires de l'APL accession résident en zone 3, équivalent à la zone C pour le parc privé, soit la zone où le PTZ sera supprimé. Ainsi, 23 000 ménages seraient privés chaque année non seulement de la solution de l'accession sociale, mais aussi du prêt à taux zéro dans ces mêmes zones C. Ce sont au final autant d'opérations qui ne seront probablement pas réalisées, ce qui représentera une perte de recettes pour l'État nettement supérieure aux 65 millions d'économies annuelles attendues par la suppression du dispositif pour les nouveaux entrants. Au-delà donc de l'inefficacité
économique de cette mesure. Cela aurait pour effet de bloquer dans le parc social des ménages qui auraient autrement eu un parcours vers la propriété, réduisant ainsi la mutation dans le parc social et la mobilité que le gouvernement appelle pourtant de ses vœux. Le présent amendement propose donc la suppression de cette mesure. Merci. L'amendement 478 rectifié est soutenu par Monsieur Arnel. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le présent amendement vise à rétablir les aides personnelles au logement en matière d'accession à la propriété. Les APL accession que le projet de loi supprime à compter du 1er janvier 2018. En réduisant leur taux d'endettement, ces aides soumises à des conditions de revenus permettent à des ménages modestes de devenir propriétaires de leur résidence principale, alors qu'ils ne pourraient pas souscrire un prêt immobilier autrement. Elles ne sont pas inefficaces. La Cour des comptes en a en effet reconnu dans un rapport publié en novembre 2016 qu'elles ont un réel effet redistributif, bien qu'elle recommande une nécessaire rationalisation des aides de l'État en matière d'accession à la propriété. La suppression donc de ces aides pour une économie annuelle de 50 millions d'euros constitue notamment un mauvais signal donné à la jeunesse qui peine à accéder à la propriété. Au lieu d'être définitivement écarté, ce dispositif mériterait d'être renforcé. Tel est l'objet du présent amendement. Merci. Nous avons l'amendement 143 rectifié qui est défendu par Monsieur Carucci. 143 rectifié. Pourquoi il dit 140? Non, non, il vient plus loin, Monsieur Carucci. Nous sommes sur le 143 rectifié, je vous prie. Aucun problème, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, et ce d'autant que sur les deux amendements, donc le 142 rectifié octies et le 143 rectifié septies, eh bien dans les deux cas, je les retire au profit des amendements de l'amendement de Philippe Dallier. Merci, Monsieur Carucci. Donc, c'est bien le 142 et le 52. L'amendement 190 rectifié défendu par Monsieur Moga. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'article 52 du projet de loi de finances présenté par le gouvernement prévoit la mise en place d'une réduction de loyer de solidarité pour les locataires du parc social établie en fonction de la composition du ménage et s'appliquant pour les ménages en deçà d'un certain plafond de ressources. Cette RSL compenserait une diminution de l'aide personnalisée au logement pour les bénéficiaires locataires du parc social équivalent à une fraction du RSL comprise entre 90 et 98% de celui-ci. Cette réduction de loyer de solidarité pénaliserait lourdement les organismes majoritairement détenteurs d'un parc à bas loyer construit avant la création des allocations personnalisées au logement de 1977. En effet, ce parc requiert des investissements très lourds en termes de réhabilitation en raison de sa vétusté. Aussi, il faut préserver les recettes des organismes sur ce patrimoine afin qu'ils puissent procéder à des opérations de réhabilitation lourdes. Par ailleurs, il n'est pas pertinent de soumettre l'offre nouvelle à bas loyer à cette baisse de l'APL et de loyer. L'offre en prêt locatif, aidée d'intégration dans le neuf, dont les loyers sont calculés en optimisant les loyers plafonds APL, doivent être exemptés de ces mesures, car cette offre est nécessaire à la mise en œuvre de la loi Égalité et Citoyenneté pour déspécialiser les quartiers fragiles. Dans un parc à bas loyer, dans l'ancien comme dans le neuf, l'exonération de la baisse des APL et donc de la RSL permettra de ne pas fragiliser les offices qui accueillent le plus grand nombre de ménages modestes. Ainsi, ils pourront mettre en œuvre une politique de rééquilibrage des locataires qui les incitera à produire davantage de logements destinés à l'accueil des ménages modestes. La stabilité des recettes provenant des loyers est à la base du modèle de gestion du logement social, et cela afin d'amortir l'ensemble des emprunts souscrits. Non ? Merci, chers collègues.
L'amendement 187 n'est pas soutenu. Nous passons à l'amendement 437, Monsieur Lurel. Madame la Présidente, de défendre les deux. Absolument. Le 437, le 433. Oui, absolument, Monsieur Lurel. Il s'agit par ces deux amendements, mais surtout le 433, de mettre hors du dispositif de péréquation, donc de mutualisation financière, les organismes de logement sociaux des départements et collectivités d'outre-mer. Je rappelle au gouvernement, mais aussi aux collègues, que nous ne disposons pas des APL, que nous cotisons à la Caisse générale, à la Caisse de garantie du logement locatif social, sans véritablement en bénéficier, que nous avons le taux de 2,5 qui serait porté à 8%, ou dans certains amendements à 7%, ou à 8%. Qu'il convient donc de cantonner, puisque nous n'avons pas le bénéfice, c'est une double peine, de le cantonner et de le bloquer à 2,5. Je rappelle également aux collègues, parce que tout est dans tout, que dans les zones tendues B2, des B1 des Outre-mer, le plafond pour être éligible aux aides est plus faible dans les Outre-mer. Lorsqu'un célibataire veut en bénéficier, dès qu'il dépasse 18 111 €, il commence à payer le surloyer. Donc plus vite qu'ici. Le même célibataire, c'est 20 123 €. Si on prend une famille de 3 enfants, c'est 32 316 € ici dans l'Hexagone et c'est 29 084 € dans les Outre-mer. Donc vous allez payer beaucoup pour ne pas en bénéficier, mais vous payez plus tôt. Et donc, vous aidez celles et ceux qui sont déjà mieux lotis que vous. Donc, il y a une cohérence à avoir et de mettre hors champ de ce dispositif les Outre-mer. Merci, Monsieur Lurel. Le 711 du gouvernement, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'amendement 711 présenté par le gouvernement est un amendement visant à instaurer un schéma de péréquation. Comme vous le savez, l'ensemble des bailleurs sociaux sont dans des situations très différentes en fonction des territoires, des situations très différentes qui relèvent notamment du nombre de personnes aux APL qui peuplent les différents logements sociaux. Et donc, l'objectif de cet amendement dit de péréquation vise à aborder deux sujets. Un premier sujet qui est au final une mesure d'équité, c'est de pouvoir s'assurer que deux bailleurs sociaux, alors qu'ils n'ont pas le même montant de personnes, le même nombre de personnes aux APL, alors qu'ils n'ont donc pas le même impact sur cette diminution de loyer, ce fameux RLS, comment peut-on faire en sorte que ces deux bailleurs sociaux puissent contribuer de la même manière à la réforme? Et donc, l'amendement proposé par le gouvernement vise à faire une péréquation entre un bailleur social qui aurait énormément de personnes aux APL, serait très fortement impacté par le RLS, et un autre bailleur social qui, lui, aurait beaucoup moins de personnes aux APL, serait beaucoup moins impacté par le RLS, et qu'il puisse y avoir un transfert d'un bailleur social à l'autre pour assurer une équité, comme je l'indiquais tout à l'heure. Le deuxième objet de cet amendement du gouvernement est de permettre à cette fameuse caisse, la CG2LS, de pouvoir intervenir lorsqu'un bailleur social, en dépit de la péréquation que j'évoquais un instant, lorsqu'un bailleur social est en difficulté. Aujourd'hui, la CG2LS n'a pas la possibilité d'intervenir de manière ponctuelle lorsque ce bailleur social est dans une situation difficile. Et donc, par cet amendement, le gouvernement propose d'étendre les capacités d'intervention de la Caisse pour ce faire. Et enfin, dernier point, l'amendement exclut de cette mesure de péréquation à la fois les bailleurs ultramarins qui, eux, ne sont pas concernés par le RLS, mais également les maîtres d'ouvrage d'insertion. Vous savez, ce sont ces acteurs, notamment du logement d'abord, qui ne seraient eux aussi être impactés. Voilà l'objectif de péréquation recherché par le gouvernement et qui se traduit dans cette proposition d'amendement. Merci. L'amendement 434, il est défendu par Monsieur Lurel.
Oui, il en restait encore un, chers collègues. Le 434. Je dirais oui, défendu. Il me semble qu'apparemment, il serait satisfait dans ce que le gouvernement vient de présenter et qu'il pourrait l'être donc défendu. Merci, Monsieur Lurel. Et enfin, l'amendement numéro 11, qui est soutenu par Madame Mallet. C'est pareil, Madame la Présidente. En fait, cet amendement visait au maintien de l'APL accession à la propriété dans les DOM. En effet, l'APL accession est pour les départements ultramarins un levier principal de solvabilisation des ménages les plus modestes pour accéder à la propriété et améliorer leur habitat. Et c'est pour cette raison qu'il doit être préservé. Merci. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur les 13 amendements restants? Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Bon, sur l'amendement de la Commission des affaires économiques, je ne vais pas y revenir. Au moment où la Commission des finances s'est prononcée, elle en avait demandé le retrait au profit de celui de la Commission des finances. Maintenant, vous êtes parfaitement éclairés. J'ai posé une question au ministre. Il ne m'a pas répondu. Il vous appartient donc... S'il m'a répondu, mais pas dans le sens que j'aurais souhaité, il vous appartient donc de décider. C'est effectivement différent, vous avez raison, chers collègues. Sur l'amendement 452 qui vise à supprimer la réduction de loyer de solidarité et l'aide personnelle au logement avec en contrepartie une contribution des bailleurs sociaux. Au final, c'est le même. Donc, Monsieur Lure. J'ai dit que l'avis de la Commission, au moment où elle s'est exprimée, a demandé le retrait au profit de celui de la Commission des finances, mais que depuis, j'ai interrogé le ministre en lui posant une question sur le fait de savoir si nous avions une garantie qu'une solution Sénat pourrait être une solution quasi définitive sans monter en charge. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me donner cet engagement. Voilà, la Commission ne s'est pas réunie, donc j'espère être suffisamment clair pour mes collègues. Est-ce que je suis pour la présidence de séance? Vous l'êtes. Merci, Madame la Présidente. Suivons avec le 575. C'est celui de la Commission, donc je ne dis rien. Tous les amendements suivants. Alors, celui de Marc-Philippe Daubresse, le 81. Il n'a pas été soutenu. Il est tombé, pardon. Voilà, les amendements suivants qui visent au maintien des aides personnelles au logement. Ils sont tous satisfaits, que ce soit par l'amendement de la Commission des affaires économiques ou par celui de la Commission des finances. Donc, mes chers collègues, vous n'avez plus de crainte à avoir, d'autant plus que le gouvernement a dit depuis, à plusieurs reprises, que ce dossier était fermé et que donc l'APL accession serait maintenue, quel que soit le cas de figure à l'arrivée. Pouvez-vous nous préciser les numéros d'amendements, les amendements satisfaits? 478 rectifiés. 143 rectifié septies concerne l'APL accession. Et retiré celui-là, le 143. Eh bien, il est retiré. Alors, j'ai ensuite le 190 rectifié qui vise à exclure de l'application de la RLS les logements dont le loyer est inférieur à 5 € du mètre carré. Bon, c'est vrai que c'est une vraie question qui doit être posée. Ceci étant dit, nous avons un petit peu peur que la mécanique à mettre en œuvre pour prendre en compte cette proposition ne soit extrêmement compliquée. Donc la Commission des finances souhaiterait entendre l'avis du gouvernement sur le sujet. Sur les amendements de notre collègue Lurel, qui concernent tous l'outre-mer, nous comprenons parfaitement son souci, puisque le cas de l'outre-mer est très particulier. En fait, il cotise à la CGLS uniquement pour la partie caisse de garantie et pour rien d'autre. Il ne bénéficie pas des APL, et donc notre collègue souhaiterait que les bailleurs outre-mer soient exonérés en quelque sorte de toutes les mesures qui sont rattachées à cet article 52. Donc la Commission des finances est plutôt favorable et demande l'avis du gouvernement, mais la demande de notre collègue nous semble tout à fait justifiée. Donc je suis sur le 437, le 433, le 142 rectifié octies satisfait de toutes les manières, celui du gouvernement, le 711. C'est un amendement qui est le très bienvenu, parce qu'effectivement,
même si ce mécanisme de péréquation a été très difficile à élaborer, puisque l'amendement ne nous est parvenu qu'à 14 h cet après-midi, donc autant dire que la commission des finances n'a pas émis d'avis et que nous ne l'avons pas expertisé autant que nous l'aurions souhaité, mais en tout état de cause, il nous semble aller dans le bon sens. Alors, bien évidemment, cet amendement tourne autour d'une partie de réduction des loyers. Si cette solution devait être retenue au bout du parcours à l'Assemblée nationale, je pense que cet amendement serait effectivement le bienvenu dans la loi. Donc, c'est plutôt un avis favorable de la commission des finances. J'ai ensuite le 434 de notre collègue Lurel, demande de retrait car satisfait. Le 11, pareil, satisfait. Et le dernier de notre collègue Lurel, le 436 rectifié. Non, nous ne l'avons pas encore examiné. Je suis allé trop loin. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur ces 13 amendements. Merci Madame la Présidente. Donc le premier, c'est celui de Madame Maestrosi Sassone. Bon, pour les raisons que j'ai déjà développées, nous émettons un avis défavorable parce que ce que vous proposez, vous le savez, et ça a d'ailleurs été rappelé par le rapporteur Philippe Dallier, ne correspond pas à une baisse de la dépense publique, puisque en fait, il y a un accord sur la prise en compte de la TVA. On peut considérer que, à ce niveau-là, l'articulation qui est proposée correspond à un consensus. Par contre, vous proposez de mettre 850 millions d'euros sur la CG2LS, et c'est en cela que cette proposition nous pose problème en l'état. C'est pour cela que je propose un avis défavorable. Sur l'amendement suivant, qui est le 452, si je ne me trompe pas, sous le contrôle de Madame la Présidente. C'est le même, Monsieur le Ministre. C'est le même, oui. Donc, même avis. Même avis. Et j'en viens à l'amendement présenté par Monsieur Dallier au nom de la Commission des finances. Bon, en l'état, je dis défavorable. Là, il y a un partage entre, il n'y a pas 850 millions d'euros de CG2LS et il y a un partage avec le RLS. Bon, en l'état, je donne un avis défavorable. Je n'arbitrerai pas sur Commission des affaires économiques, Commission des finances, mais oui, défavorable. Bon, mais il y a quand même une baisse de la dépense publique. Alors, ensuite, nous avons l'APL accession sur les amendements présentés par Monsieur Daubresse, les amendements présentés par le groupe communiste, par Monsieur Arnel au nom du RDSE, encore par Monsieur Daubresse. Sur l'APL accession, je me suis déjà exprimé. Je vais reprendre une fois l'argumentation que j'ai développée devant vous. Nous considérons, en ce qui concerne l'APL accession, puis j'ai entendu les expressions des uns et des autres, mais je l'avais déjà indiqué d'ailleurs lorsque je suis intervenu devant l'Assemblée nationale aussi. Le sujet de l'APL accession, nous ne le dissocions pas de l'ensemble des sujets en cours de discussion dans le cadre de l'article 52, touchant autant à la mixité sociale qu'à la politique des loyers et à la réforme du secteur HLM. Mais je veillerai, et je le dis très clairement devant le Sénat, à ce que la question de l'APL accession soit posée de nouveau en deuxième lecture du PLF à l'issue de nos discussions avec les bailleurs sociaux. Donc en l'état, je vous dis défavorable, mais je veillerai à ce que, je l'espère, nous puissions faire évoluer favorablement ce sujet. Ensuite, il y a l'amendement de messieurs Moga et Longeau. C'est la mesure qui est proposée, une exonération du parc à bas loyer, de la baisse de l'APL et donc de la réduction du loyer de solidarité pour, selon l'amendement, ne pas fragiliser les organismes dont la vocation sociale est la plus marquée et pour aboutir à un rééquilibrage
des habitants en incitant les organismes à produire des logements plus destinés aux ménages les plus fragiles. Si le gouvernement, et je le dis aussi très clairement, partage l'objectif de protéger les bailleurs les plus sociaux, en leur donnant les moyens suffisants, par contre, si nous avons proposé 2 mesures dans ce sens, la première, c'est l'exclusion du RLS de l'ensemble des logements foyers et des organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion du champ de l'article 52. Je pense que c'était souhaitable de le faire et nous l'avons fait. Et nous avons aussi proposé, cela vient d'être défendu par le secrétaire d'État, la mise en place d'une péréquation entre les bailleurs. Ces propositions me paraissent davantage répondre aux attentes qui sont concernées par l'objectif de cet amendement, donc avis défavorable. Alors, ensuite, nous avons l'amendement 187 du sénateur Vial qui demande... Il n'a pas été soutenu, Monsieur le ministre. Il n'a pas été soutenu, pardonnez-moi. Et nous avons l'amendement présenté par Monsieur Lurel, où j'ai demandé un retrait, mais c'est un retrait au profit de l'amendement du gouvernement qui, lui, ne touche, ce que nous venons d'expliquer, qui ne touche pas aux Outre-mer. Et c'est pareil pour l'amendement 433. C'est dans le cadre de la péréquation. Et ensuite, j'ai l'amendement 142 qui est retiré. Il a été retiré, le 142. Et le dernier doit être encore l'amendement de Monsieur Lurel. Oui, en effet, le 434, il vous restera sur le également dispositif de l'APL accession dans les DOM. Et là, je vous propose de retirer votre amendement dans l'attente de la fin des discussions. Sinon, j'y serai défavorable. Et le même a été déposé par Madame Mallet. Retrait ou défavorable. Je vous remercie. Sur l'amendement 285, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. J'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Madame Lienemann, pour explication de vote. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais d'abord saluer l'effort de notre Sénat dans sa diversité pour essayer de trouver une issue à cette crise politique, en tout cas sur la question du logement social, car je le rappelle, nous sommes aussi la voix des territoires. Et il ne vous a pas échappé que l'Association des maires, de très nombreux élus locaux, au-delà du mouvement HLM lui-même, et l'idée qu'on peut se faire d'un certain modèle républicain de notre logement social a fait que nous considérions que cet article 52 était de nature à déstabiliser de manière grave et probablement pour une part irréversible notre système. Nous avons donc cherché avec lucidité, puisque la contrainte qui nous était fixée, même si nous n'aurions pas fait ces choix politiques, la contrainte qui nous était fixée, c'est que si le Sénat voulait peser, il fallait qu'il trouve le 1,5 milliard que l'État prétendait pouvoir obtenir. Nous avons fait moult propositions. Et Mme Estrosi Sassone a fait une proposition qui, je suis moins sûre que certains commentateurs de nous dire que ce n'est pas une baisse de la dépense publique. Au-delà du formalisme que cela représente, je vous rappelle que la cotisation à la CGLLS n'est pas un prélèvement obligatoire au titre de Maastricht, comme on dit les dépenses maastrichtiennes, les prélèvements maastrichtiens. Donc, je ne suis pas du tout certaine que l'augmentation de la CGLLS dans le FNAL, alors tout ça est technique, c'est-à-dire le fonds d'aide au logement, ne constitue, et donc du fait la baisse de la dépense budgétaire de l'État pour abonder le FNAL, ne constitue pas une baisse de la dépense publique. Mais même à supposer que ce soit le cas, c'est vraiment formel, parce qu'en réalité, par le biais du monde HLM, on allège la dépense publique de l'État. Et de toute façon, le RLS aussi,
parce que ça revient au même. C'est les HLM qui payent d'un côté et l'État qui paye moins de l'autre. Alors on peut nous tortiller tout ce qu'on veut en termes de technique, soit il y a une intention politique autre, soit c'est simplement de la présentation. Permettez-moi de vous dire que je pense qu'on peut trouver cette solution, notamment au moment de la loi logement. Mais qu'est-ce qui est important politiquement à l'étape où nous sommes? Le gouvernement n'a fait pour l'instant aucun pas significatif, si ce n'est l'augmentation de la TVA qui, je vous le rappelle, n'avait pas été votée de gaieté de cœur par notre groupe socialiste et sans doute par beaucoup d'autres ici. Mais le gouvernement n'a pas pu faire, et moi j'ai bien entendu les propos du ministre pour avoir été parfois à ce banc, nous savons lire au deuxième degré que ce n'est pas forcément le ministre et le ministère du Logement qui est aux premières lignes des blocages. Il faut conclure, chers donc, collègues. Ce que je veux vous dire, c'est que si on veut peser, M. Dallier a raison. Peut-être on peut encore aller avancer. Mais si on veut que le gouvernement avance encore, peut-être négocier avec le mouvement HLM, il faut qu'on montre la force du Sénat en cohérence avec la grande mobilisation des territoires autour d'une stratégie qui n'est pas irresponsable en termes de dépenses publiques, en tout cas de budget public, mais qui est de nature à pouvoir nous sortir de l'impasse actuelle. C'est un pis-aller, mais il est bien meilleur que ce qui nous était proposé. Il faut vraiment conclure, chers collègues. Je vous remercie. Madame Kuckerman, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. Je crois que ça a été dit. Il y a eu effectivement une volonté qui a animé l'ensemble des élus du Sénat et des groupes de chercher et d'apporter des solutions. Chercher et d'apporter des solutions parce que, bien évidemment, en s'attaquant ainsi au logement social dans notre pays, c'est l'accès à un bien indispensable pour toutes et tous, qui est celui du logement, d'un logement digne, qui est ainsi frappé par cet article 52. Cependant, dans la proposition telle que rédigée de l'amendement, et j'ai envie de dire dans son ensemble, il nous semble que l'on reste dans la même logique d'accepter finalement le principe qu'il faudrait réduire la dépense publique et que ce soit le logement social qui en fasse le premier les frais, au lieu de penser et de prendre le problème, je dirais presque à l'envers, mais c'est bien plus que cela, c'est-à-dire en se disant que c'est un réel investissement, c'est une réelle aide publique sur le logement qui a non pas du ruissellement par ailleurs, mais en tout cas des retombées bien plus importantes, y compris dans la construction budgétaire sur les années à venir. Je note également que dans cet amendement, s'il était adopté, la question de l'APL accession permettrait d'être remise sur la table, effectivement, et nous avions un amendement dans ceux qui suivraient et qui tomberaient, dans ceux qui suivent et qui pourraient tomber, cette volonté de réaffirmer le soutien à l'APL accession. Et donc, en l'état, parce qu'il faut à cette heure reconnaître le travail qui a été fait, nous ne nous opposerons pas à cet amendement tel que proposé par Madame Estrosi Sassone au nom de la Commission, et nous nous abstiendrons. Merci. Monsieur le président Bruno Retailleau pour explication de vote. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, un mot d'explication de vote parce que l'article 52 est important, nous y sommes tous attachés, mais par-dessus tout, je pense que nous vivons un moment rare de la vie parlementaire. Ce moment où des oppositions de nature pourtant très différentes tentent de trouver une solution à un gouvernement qui s'est enferré cet été par des solutions expéditives. Et le Sénat, je l'affirme, tout ce que nous en sommes, quels que soient nos bancs, a recherché et recherche encore un compromis. Nous le recherchons parce que le Sénat n'a jamais été, messieurs les ministres, et vous le savez bien, Jacques Mézard, n'a jamais été une chambre du refus. Nous recherchons et nous voulons un compromis parce que dans l'article 52, vous avez la conjonction de 3 enjeux fondamentaux pour nous, pour les sénateurs. L'enjeu territorial pour les collectivités territoriales, l'enjeu de l'emploi avec le secteur du logement et enfin l'enjeu pour nos compatriotes les plus fragiles. Ce compromis, nous sommes allés au plus loin que nous pouvions le faire
ensemble pour le trouver. Nous avons proposé et voté une augmentation de la TVA, 700 millions d'euros quand même, à notre initiative. Nous avons proposé, c'est l'amendement de Dominique Estrosi-Sassone, une augmentation de la cotisation à la CG de l'ELS. Et dans la version de Philippe Dallier, nous avons été encore plus audacieux pour proposer, pour prendre sur nous, éventuellement, un effort de 400 millions d'euros de baisse des loyers. Donc nous avons été au maximum de ce que nous pouvions faire. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui au maximum et que nous n'irons pas au-delà? C'est parce que pour trouver un compromis, un accord, mes chers collègues, il faut être deux. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas volonté, en tout cas de mandat pour le ministre, d'accepter la main que nous lui tendons. La TVA, je voudrais vous rappeler que quelques heures simplement avant de la voter, Bercy nous a dit non, la TVA, en fait, c'est 350 à 400 millions d'euros. Nous nous sommes fâchés. 2 heures après, Bercy disait vous avez raison, en fait, c'est 700 millions d'euros. Preuve qu'en réalité, il n'y avait pas une volonté conciliatrice. Ensuite, désormais, qu'est-ce qu'on nous dit? Philippe Dallier demande au gouvernement s'il accepte d'abandonner, de faire un geste sur la progressivité. Jacques Mézard dit évidemment, je n'ai pas le mandat pour le faire, puisque les clés de Bercy sont à Bercy. Et enfin, vous venez, Monsieur le ministre, de donner un avis défavorable. Donc comment voulez-vous qu'on accepte un compromis qui est le compromis dans sa forme la plus exigeante, la forme de Philippe Dallier, si le gouvernement, ne cède rien, ne lâche rien? Je trouve, franchement, que c'est une occasion manquée. Nous voterons donc l'amendement de Dominique Estrosi-Sassone, donc appuyé par la Commission des affaires économiques. C'est celui-ci que nous voterons et pas un autre. C'est une occasion manquée, et c'est une occasion manquée qui est inquiétante à quelques jours où on devra se réunir pour trouver un consensus sur cette conférence que le président Larcher a voulu pour trouver au secteur du logement un aboutissement. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Létard, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. Je n'ai rien à soustraire aux interventions qui ont été faites précédemment, d'ailleurs, par mes collègues de tous les bancs, puisque, s'il faut le redire une fois de plus, vraiment le Sénat a joué un rôle vraiment dénué de sentiments politiques, de mauvais sentiments politiques. Il a fait de la politique au sens noble du terme. Il a essayé de trouver une solution en lien avec le gouvernement et branché heure après heure avec l'ensemble du monde du logement dans l'intérêt général. Parce qu'il y a un véritable sentiment qu'aujourd'hui, au détour d'une mesure budgétaire certes nécessaire, qu'on peut construire différemment, eh bien, il y avait des voies de passage différentes, associant l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, et de le faire selon des propositions qui pouvaient cheminer en respectant la logique du gouvernement, dans un timing différent, et en proposant des solutions qui allaient de l'amendement de Dominique Estrosi et celui de mon groupe, jusqu'à celui de Philippe Dallier, auquel nous avons d'ailleurs contribué, puisque nous avons accompagné sa réflexion. Et c'était l'éventail dans lequel on pouvait se trouver. Ce que nous attendions encore une fois aujourd'hui de ce débat, c'est la main tendue du gouvernement. C'est le pas du gouvernement quand le Parlement, au Sénat, ici, fait son pas. Et c'est vrai que Philippe Dallier le synthétisait très bien, mais il nous fallait ces garanties. Vous ne pouvez pas objectivement nous les donner aujourd'hui. Comprenez bien de ce fait que nous ne pouvons pas, comme l'a dit à juste titre Marie-Noëlle à l'instant, engager des positions avancées telles que celle de Philippe Dallier si derrière elles ne construisent pas une position solide qui pourrait prospérer, progresser, qui aurait peut-être utilement pu bénéficier de votre amendement, à condition qu'on s'en reste là, qu'on en reste là, que cette progressivité, que ce qui va se passer à l'Assemblée soit réglé. Parce qu'il faut le temps du débat 2018, le temps du vote de la loi et de l'atterrissage sur le terrain. Bref, vous comprenez pourquoi il ne s'agissait pas pour nous de ne pas trouver la voie de passage. Nous l'avons défendue. Mais aujourd'hui, à cette heure,
eh bien, nous sommes tenus de comprendre que le gouvernement ne souhaite pas de compromis, ne souhaite pas entendre la voix du Sénat. C'est pourquoi nous restons bien sûr eh bien, avec notre amendement Union centriste qui est celui de Dominique Estrosi, eh bien, volontairement posé sur une situation qui est certes pas la meilleure, qui ne règle pas les problèmes, mais qui est indispensable à ce stade du débat pour rappeler combien aujourd'hui il est important de continuer le travail, de cheminer. Nous espérons que ce vote sera un signal pour que les choses changent et se transforment dans les heures et dans les jours qui vont venir. Merci. Merci. Madame Guillemot, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'on est à un moment important là du débat et que moi je voudrais le dire en 2 mots, respect mais aussi responsabilité. Et je voudrais redire, Marie-Noëlle Lienemann l'a dit, le groupe socialiste s'oppose effectivement à la baisse des aides au logement dans le parc social. Il regrette que le gouvernement continue sa politique d'économie sur le logement social. En baissant drastiquement le montant des aides au logement du parc social, le gouvernement affaiblit les organismes HLM. Le groupe socialiste est fortement opposé à cette mesure, d'autant que dans le même budget, on supprime l'ISF. Face à cette menace sur le modèle français du logement social, nous avons demandé au gouvernement de renoncer à sa mesure et notre amendement n'a pas été adopté. Le groupe socialiste souhaite, comme il l'a fait en commission des affaires économiques, voter l'amendement 285 de Madame Estrosi Sassone déposé au nom de la commission. Pourquoi ? Parce que là, il s'agit de parler de responsabilité, même si nous conservons notre position qui était celle que j'ai énoncée en début de cette intervention. Cet amendement, nous l'avons adopté unanimement en commission des affaires économiques la semaine dernière, faut-il le rappeler. Il correspond après la hausse de la TVA de 5,5 à 10% que nous avons adoptée lors de l'examen du PLF en première partie à la seconde étape du compromis proposé par le Sénat. Mais pour un compromis, comme l'a dit Bruno Retailleau, il faut être 2. Nous considérons aujourd'hui que malheureusement, c'est la seule alternative envisageable à la décision du gouvernement de baisser de 1,5 milliard les APL dans le parc public et de mettre en place en compensation une réduction de loyer de solidarité appliquée par les bailleurs. Nous le répétons, pour nous, la baisse des APL et la réduction du loyer de solidarité ne sont pas des solutions de compromis. L'amendement 285 est le seul amendement qui correspond au compromis tel que nous l'avons envisagé lors de la première partie. Il permet d'éviter la menace inacceptable et irréversible que fait peser l'article 52 dans sa version actuelle sur le modèle du logement social en France, dont aujourd'hui on peut se poser la question sur quelle base veut arriver le gouvernement. C'est pourquoi nous voterons l'amendement numéro 285. Merci, Madame Prima, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais être très rapide puisque notre président de groupe a excellemment repris tous les arguments nécessaires. Moi, je voudrais vous dire, mes chers collègues, que je suis fière du travail qu'on a accompli au Sénat. Parce que ce que nous avons fait, ce n'est pas habituel et ça montre la voie vers un système de réflexion commune dans l'intérêt général de la nation. Je suis fière du travail qui est fait, même si je regrette aujourd'hui que nous ne puissions pas aller exactement jusqu'au bout de ce travail pour voter le système qui nous était proposé et que nous aurions pu tous ensemble, avec le gouvernement, accepter aujourd'hui. Alors oui, le gouvernement était coincé par une baisse des APL trop rapidement annoncée, par des dépenses de l'État qu'il faut diminuer. Mais je suis d'accord avec Marie-Noëlle Lienemann quand elle dit tout à l'heure que l'augmentation de la CG2LS, telle que nous le proposons aujourd'hui, est peut-être une dépense également des dépenses de l'État, à la mécanique près, effectivement, qui n'est pas admise par Bercy. Alors moi, je voudrais vous dire que cette dépense des loyers, cette baisse des loyers que vous appelez de vos vœux, elle est certes populaire auprès des Français. Évidemment, c'est populaire de dire qu'on ne paiera plus de taxes d'habitation, de dire qu'on ne paiera moins de loyers. Évidemment, tout ça est populaire, mais tout ça n'est pas responsable. Et la voix qui s'est exprimée au Sénat ici, ce n'est pas la voix des sénateurs, c'est la voix des territoires, c'est la voix des offices que nous présidons dans les territoires et qui sentent aujourd'hui le vent du boulet. Simplement, je regrette évidemment que nous n'allions pas jusqu'au bout, mais je le vous répète, mes chers collègues, en votant l'amendement de Dominique Estrosi et de la Commission des affaires économiques à son unanimité, eh bien, je suis fière du travail qui a été réalisé au Sénat. Merci. Monsieur Lurel, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente.
Les responsables du groupe socialiste se sont exprimés. Je me range naturellement à la position prise, mais j'ai déposé quelques amendements personnels qui, je crois, a fait l'objet d'une discussion au-delà des clivages et, je dirais, transpartisane. Monsieur le ministre, je viens d'une autre maison. J'ai passé 15 années de mon temps à l'Assemblée nationale. Je n'avais pas eu l'occasion de vivre ce que je suis en train de vivre. Vous êtes même, il me semble, vous-même issu de cette maison et vous reniez votre culture du compromis, qui n'est pas celle de la compromission. Je l'avoue, et j'en suis assez étonné. Moi qui commençais à m'assagir ici en disant que j'apprendrais au moins un brin de sagesse, là, il y a une fermeture. Pourquoi cette peur, comment dire, obsidionale qui est la vôtre? Nous étions, Valérie Létard et moi, à la Convention nationale de Action Logement. Vous nous avez fait un bel exercice, j'avoue avoir apprécié, de séduction. Vous nous avez, c'est vrai, un peu séduit en disant, il y a déjà 16 jours, 17 jours. Vous nous avez dit, je n'ai pas encore tout à fait l'arbitrage. J'attends que nous évoluions, et ça va évoluer, le 52. 17 jours plus tard, vous n'avez toujours pas évolué. Peut-être faut-il un arbitrage interministériel ou faire appel au Premier ministre ou au Président de la République. Mais je m'étonne un peu que depuis 17 jours, on soit dans cette inertie-là. J'ai été moi-même ministre, j'avoue que nous étions un petit peu plus rapides, même si quelquefois on pouvait se tromper, et on s'est trompé. Mais vraiment, je ne comprends pas. Alors sur la demande de retrait, je ne vais pas retirer, sauf peut-être le 434, lorsque on y sera. Merci, Monsieur Lurel. Monsieur le ministre Jacques Mézard, vous avez demandé la parole. Pardonnez-moi, Monsieur le Président Patria. Pardon, Monsieur le ministre. Comme étant le seul à voter contre l'amendement, permettez-moi aussi de m'exprimer compte tenu de tous ceux qui voulaient s'exprimer pour. D'abord, en premier lieu, j'entends ici parler de compromis, que le Sénat serait seul à mesure à trouver un compromis. Mais je ne crois pas que vous devez regarder à côté parce que le gouvernement cherche aussi le compromis et qu'il a déjà obtenu. Avec les organismes sociaux, plus de la moitié déjà des organismes ont signé ce compromis. Plus de la moitié, le SH, ont signé. Donc le compromis, vous proposez un compromis, mais qui ne répond pas du tout aux objectifs de dépenses de l'État. Et vous nous parlez tous au nom des organismes, mais vous ne parlez pas au nom des locataires. Alors, les locataires, les territoires, j'entends bien tout ce débat. D'ici, c'est toujours grandissime de parler qu'on défend les territoires, donc on parle au nom des territoires. Mais nous parlons tous au nom des territoires, mes chers collègues, pas seulement une partie de l'Assemblée. Alors, le gouvernement a déjà fait beaucoup dans la négociation avec les bailleurs. Personne ne l'a rappelé ici. Il a introduit une progressivité sur 3 ans pour obtenir l'objectif d'1,5 milliard. Déjà, première concession. Des compensations de l'ordre de 700 millions d'euros. Les cas restants, environ 800 millions, doivent être trouvés dans les économies de gestion et de restructuration sur 3 ans. Une stabilisation du taux du livret A qui correspond à une baisse des charges financières de l'ordre de 700 millions d'euros par an. Une enveloppe additionnelle de 2 milliards d'euros de prêts à des taux de bilan bonifiés. Un allongement de la maturité des prêts aux bailleurs sociaux qui devrait générer un gain de trésorerie de 250 millions d'euros en 2018 et de 750 millions d'euros en 2019. Et vous trouvez que pour trouver le compromis, le gouvernement n'a pas fait d'efforts. Personne ne les a cités. Et pourtant, ils sont là. Alors, vous comprenez que le groupe La République En Marche ne pourra pas voter un tel amendement pour une raison simple. Cet amendement ne respecte pas l'objectif des 1,5 milliard. Et le Premier ministre l'a répété. Il sera inflexible sur la progressivité dans la baisse des loyers demandés aux bailleurs sociaux. C'est la raison pour laquelle nous cherchons aussi le compromis. Mais nous pensons que voter ce gouvernement, ça n'est pas remplir l'objectif qui a été fixé. Merci. Je considère qu'il n'y a plus de demande d'explication de vote. Bien, je vais donner la parole à Monsieur le ministre Jacques Mézard. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Cher Président Retailleau, j'étais très sensible à votre argumentation, surtout quand vous avez rappelé que le Sénat de la République n'avait jamais opposé un refus dans l'intérêt de la nation. Bon, vous représentez le mouvement gaulliste. Heureusement qu'à une époque, le Sénat de la République s'est opposé au gouvernement.
mais parce que nous ne commettons pas, nous, de forfaiture et nous respectons la Constitution, ce qui n'était pas forcément le cas, et le président Monnerville avait bien raison à l'époque. Et d'ailleurs, ensemble, cher président Retailleau, nous avons opposé un refus ferme au groupe socialiste et au gouvernement socialiste, ne serait-ce que sur la fusion des régions, il me semble me souvenir. Et donc, il est normal que dans une assemblée parlementaire, il y ait une expression politique, ça n'a rien d'anormal, et je le conçois parfaitement pour l'avoir toujours personnellement exprimé avec conviction. Ceci étant, et j'entends parfaitement et je comprends votre position et l'objectif qui est poursuivi, il est aussi respectable et le but ultime. Je serai moins indulgent pour le ministre Lurel, parce que il a été ministre et je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas, comme président de groupe ici, d'avoir été souvent entendu par lui. Donc, quand on donne des leçons, il faut d'abord balayer devant sa porte. Mais, ceci étant rappelé, et je le dis parce que je l'ai vécu, effectivement, tout le monde a... Moi, je suis aussi fier du débat parlementaire, parce que le Sénat a effectivement beaucoup travaillé, avec des propositions qui ont permis à ce texte d'avancer dans le bon sens. Vous avez rappelé ce qui a été fait sur la TVA, mais le gouvernement, et avec le talent que nous lui connaissons, le président Patriat l'a rappelé, a fait des efforts considérables, que je souligne à juste titre, parce que je crois y avoir participé aussi, et nous avons voulu construire une proposition qui permette, je n'aime pas les expressions sortir d'une impasse, etc. Il faut que nous arrivions à transformer, à restructurer le logement et le système et la structuration du logement dans ce pays, parce que tout le monde reconnaît que ça ne va pas. Vous savez, j'ai entendu et je reçois constamment depuis des mois les bailleurs sociaux, qui ne sont pas tous, ce n'est pas une expression univoque. C'est le moins qu'on puisse dire, et je ne crois pas que les rapporteurs me diront le contraire. En ce qui concerne l'utilisation de la CG2LS, j'ai très clairement entendu des expressions très négatives d'un certain nombre de bailleurs sociaux et des filières de bailleurs sociaux. Ils sont partagés là-dessus, très partagés. Bon. Aujourd'hui, la proposition qui nous est faite par le Sénat, et j'entends les avancées qui ont été faites, ne peut pas correspondre à l'objectif que nous avons poursuivi, même si je reconnais, et je l'ai dit, que des évolutions qui me paraissent constructives ont été réalisées. Et puis, le débat va se poursuivre au niveau parlementaire. J'espère, et en tout cas c'est ce que je continuerai à faire de manière active, que nous pourrons déboucher sur une proposition qui recevra votre assentiment. Mais ça a été rappelé, nous avons fait des propositions qui me paraissent très, très fortement positives pour les bailleurs sociaux. Et vous le savez, parce qu'on ne va pas polémiquer là-dessus, vous le savez, une bonne partie des bailleurs sociaux est d'accord avec les propositions du gouvernement. C'est une réalité et l'avenir proche le démontrera. Donc, merci du travail qui a été fait par le Sénat. Le gouvernement a des objectifs, il les a exprimés, nous y tenons, nous entendons et nous avons entendu fortement aussi l'expression parlementaire et sachez que, en tout cas, je suis très heureux que nous ayons pu travailler de cette manière et nous continuerons à le faire. Merci, Monsieur le Ministre. À présent, je vais procéder au vote. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement numéro 285. Je vous rappelle que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Voici le résultat du scrutin numéro 37 sur les amendements identiques numéro 285 et 452. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 306, pour l'adoption 285, contre 21. Il est adopté. Ils sont adoptés. Voilà pour les débats des sénateurs autour de l'article 52 du budget 2018, article concentré sur l'impact de la baisse des APL de 1,5 milliard d'euros, baisse voulue par le gouvernement sur les recettes des bailleurs sociaux. Et vous avez donc entendu les discussions des sénateurs qui ont tenté ensemble de trouver une solution de compromis pour que cela n'affecte pas trop les caisses des bailleurs sociaux. Il n'est pas certain que cette solution adoptée par les sénateurs trouve un écho à l'Assemblée nationale. Les négociations sont encore en cours. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.